Soyez pas timide. Qui dans cette salle pense qu'il est possible de changer sa vie en 10 ans? En levant la main. Qui pense que c'est possible en 10 ans? Waouh! Ok, qui pense que c'est possible maintenant de changer sa vie en seulement 5 ans? 5 ans. 4 ans. 3 ans? Ok. Moi, j'ai changé ma vie en 3 ans et 2 mois. Et je vais vous raconter ça tout de suite. Il est 12h45, j'ai 7 ans. Après la cantine, je rejoins pour la première fois le club d'échecs de l'école. J'y rejoins cet intervenant qui dégage quelque chose de très agréable. Il a repéré en classe que j'étais intrigué par son jeu. Alors, il me demande de le mettre en échec et mat avec 2 tours contre son seul roi. J'essaye, je lui donne un échec, un autre, encore un autre, mais je tourne en rond. Après 5 minutes, il me donne la clé. Tu sais, Joachim, au lieu de donner des échecs sans cesse, tu dois utiliser une des tours pour couper le roi, regarde. Je découvre mon premier mat de l'escalier. Je suis à la fois émerveillé et très très frustré de ne pas y avoir pensé par moi-même. Quelques semaines plus tard, c'est au club d'échecs de la ville où je me rends pour la première fois. J'y retrouve Yannick, ce sera mon entraîneur jusqu'à mes 20 ans. J'ai gagné le tournoi de l'école et je suis plutôt bon aux échecs, rapidement parmi les meilleurs Français. Je participe même en 2005 au championnat du monde des moins de 12 ans. Les résultats sont prometteurs, mais moi, ce que je veux, c'est être médecin. Et c'est normal. Mes parents, eux, n'ont pas eu la chance de faire des études. Ma mère a commencé à travailler à 17 ans dans un hypermarché et elle y est restée toute sa vie. Mon père, arrivé d'Inde en France à 14 ans, a dû très vite aller au charbon lui aussi. Il a travaillé à la chaîne dans l'industrie automobile. Pas étonnant que je sois programmé pour faire de longues études. Finalement, c'est pas la fac de médecine que je rejoins, mais j'intègre une prépa HEC. C'est gratuit et ça va m'ouvrir toutes les portes. Je suis toujours parmi les meilleurs Français aux échecs et parfois je me prends à rêver de prendre une année sabbatique, enchaîner les tournois, une vie de joueur pro. Mais impossible de gagner sa vie comme ça. Déjà, je suis pas assez fort et puis même, il faut que je fasse un vrai métier, que je gagne de l'argent. Alors, j'intègre une école de commerce. J'emprunte 30 000 euros, tout le monde le fait, ça doit être probablement rentable. Et j'opte pour le double diplôme CCA. Contrôle, comptabilité, audit. Est-ce que ça m'intéresse? Franchement, pas du tout. Mais c'est le parcours le plus difficile et je me dis que probablement ça va me permettre de gagner beaucoup d'argent. Je me demande quand même à ce moment-là jusqu'où je peux aller aux échecs. Et au moment de faire ce stage de 3 mois, je convainc un ami auto-entrepreneur de me faire une convention de stage et je passe l'été à m'entraîner et à jouer des tournois. Je joue 3 mois aux échecs et à la fin de l'été, j'ai gagné 150 points. J'obtiens le titre de maître FIDE et j'intègre le top 150 français. Et le pire, c'est que je sais que je peux aller encore plus loin. J'ai qu'une envie, c'est de continuer à jouer. Mais en septembre, il faut que j'aille bosser. J'ai signé mon premier CDI dans un grand cabinet. Je serai auditeur financier. Alors, je suis là pour 2 choses. 1, je veux rendre fiers mes parents. Et 2, je veux devenir libre financièrement le plus vite possible pour pouvoir rejouer aux échecs. Après quelques mois, mes parents sont fiers. C'est très bien. Moi, je me demande vraiment ce que je fais là. Je travaille beaucoup, du matin au soir. Un travail où je ne comprends pas tout ce que je fais. La pression est énorme parce que les deadlines sont les mêmes, mais les équipes sont réduites de moitié. Comme je vous dis, je fais tout le plus vite possible. À un moment, je ne comprends même pas ce que je fais, mais je le fais. Et visiblement, tout le monde est content comme ça.
Le pire, c'est que la plupart de mes managers sont catastrophiques. Je me souviendrai toujours de cette mission d'audit. Premier jour, avec un manager que je risque d'avoir plusieurs mois, à l'heure du déjeuner, il commence à m'expliquer que ça risque d'être compliqué d'aller déjeuner. On n'a pas le temps. À 20h, le soir, au moment de rentrer, je fais mes affaires et lui attrape la carafe de café froide du matin et se l'enfile cul sec devant moi. Comme pour me montrer l'exemple. 2 ans plus tard, je suis auditeur senior, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Chaque manager me demande de finir en vitesse ce petit truc pour lui. T'inquiète pas, Jo, ça va te prendre 5 minutes. J'en peux plus. Le bon côté, c'est que mes parents sont très fiers. Ma mère me voit rentrer systématiquement en costume, elle est ravie. Mon père, je lui dis que si je reste 10 ans dans cette boîte, je vais probablement gagner 10 000 € par mois. Tout est parfait. Mais est-ce que je peux continuer à tenir ce stress et ce management encore longtemps? Bon, pendant ces 3 ans, les échecs ne m'ont pas quitté, bien au contraire. Plus ma déception du monde de l'entreprise grandit, plus ma passion pour les échecs se renforce. À chaque mission d'audit, j'emporte avec moi mon manuel de finale, le livre de Dvoretsky, que j'étudie le soir avec l'énergie qu'il me reste. Avec mon salaire d'auditeur, j'embauche même un entraîneur avec qui je travaille 1 fois par semaine. Je continue à jouer des tournois en région parisienne les week-ends. Mais malgré tous mes efforts, mon classement baisse inexorablement. Je passe de la 150e place à 250e français. Octobre 2017, je refuse d'abdiquer. Je pose 1 semaine de congé sans solde, je rassemble mes dernières économies et je m'envole pour un très fort tournoi au Cap d'Agde. Il faut que je regagne des points, je sais que je vais y arriver. Tout se passe normalement jusqu'à la ronde 4, où j'affronte un très jeune joueur, de 10 ans seulement. J'ai un peu peur. La partie se passe bien, j'ai le dessus sur mon jeune adversaire. Je sens que je suis plus fort que lui. Rapidement, il se retrouve acculé et j'ai une attaque de mat, je devrais pouvoir gagner. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Mais je continue à bien jouer, je joue bien, et au moment de trouver le coup de grâce, j'ai quelques secondes. Je joue, et merde, je me suis trompé. La situation s'inverse, ma position est maintenant sans espoir. J'ai mal au ventre, j'abandonne. Le lendemain, je joue à nouveau un joueur moins bien classé que moi, et je perds encore. 5h du mat, je suis dans ma chambre d'hôtel, j'ai l'estomac noué, j'ai honte. Je décide d'abandonner le tournoi et de rentrer à Paris. Presque 1 an plus tard, après un nouvel échec à ce tournoi à Barcelone, mon classement est au plus bas. Je ne suis même plus dans le top 500 français. Mais c'est là que la chance va frapper une première fois à ma porte. Je m'y revois comme si c'était hier. Je suis au 26e étage de la tour Majunga à La Défense, dans cette minuscule salle de réunion, et je suis en train de bosser sur mon PC. Et là, je reçois un message. Je suis surpris, c'est Axel Delorme, un grand maître français. Ok, on a un peu discuté à Barcelone, mais ce pro français n'écrit jamais. Je lis son message. Jo, tu m'avais parlé de tes envies de reconversion. Un poste d'entraîneur à temps partiel se libère dans mon club. J'ai tout de suite pensé à toi. Ça sera moins bien payé que ton boulot, par contre. Je relis le message. Et si c'était ma porte de sortie? Mais que vont dire mes parents? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Après quelques minutes, j'ai ce feu qui brûle en moi. Impossible de me sortir cette idée de la tête.
C'est décidé, on y va, je vais le poursuivre ce putain de rêve. Quelques semaines plus tard, j'ai démissionné et je commence ma nouvelle vie. J'ai libéré toutes mes matinées pour m'entraîner aux échecs et l'après-midi, je donne 3 à 4 heures de cours. Ce rythme, comparé à l'audit, pour moi, c'est comme des vacances. Je redécouvre même la lumière du jour. Tout est parfait. J'ai enfin la chose qui m'avait le plus manqué pour passer pro, du temps. Bien vite, pourtant, je me rends compte que tout n'est pas si simple. Après tout, je gagne seulement 1 200 € et avec cet emprunt étudiant sur le dos, il va falloir que je gagne plus d'argent. Le premier mois, j'ai pas le choix. Je fais le livreur Deliveroo pour payer les factures. Mon entourage est perplexe. Personne ne comprend ce que je fais. Il y a quelques semaines, j'étais au chaud, en Costa, et là je me retrouve à arpenter les rues de Paris à vélo pour quelques euros. Mais moi je sais ce que je fais, et je sais pourquoi je le fais. Je suis en mission. Rapidement, grâce à mon réseau, j'arrive à trouver un élève pour des cours particuliers, puis un autre. Et très vite, j'arrive même à gagner, en donnant des cours d'échecs, ce que je gagnais en audit. Le problème, c'est qu'à 25 € de l'heure, je sens que je m'épuise. Quelques mois plus tard, je commence à me faire un nom en tant qu'entraîneur et je commence à me faire apprécier. J'arrive à augmenter un peu mes tarifs et à me libérer un peu de temps, mais c'est toujours pas assez. Patience. Octobre 2020, le Covid nous frappe et je suis coincé chez moi. Alors je sais que pour beaucoup, le confinement a été quelque chose de difficile, presque insupportable. Mais n'oubliez pas une chose, moi je suis un joueur d'échecs. Être contraint de rester enfermé chez moi tout le temps, c'est ma vie rêvée. À ce moment-là, le jeu de la dame sort sur Netflix et les échecs ont une popularité incroyable. Et c'est là, dans ce contexte, que la chance va frapper une deuxième fois à ma porte. Il y a ce club parisien qui organise un tournoi un peu spécial. Il s'agit de jouer des blitz, des parties très rapides, en commentant sa pensée devant des spectateurs. Alors moi, j'ai toujours été plutôt extraverti pour un joueur d'échecs, et puis je suis plutôt pédagogue. Alors c'est l'exercice parfait pour moi. Je m'inscris, je participe, mais je me fais sortir à l'issue d'un match acharné. Pourtant, l'organisateur me contacte. Joachim, c'est la plus grosse audience depuis le début de l'événement. Certains spectateurs m'écrivent même pour me remercier pour le moment passé. À ce moment-là, je me dis, mais Jo, pourquoi tu ne te lancerais pas dans le streaming du jeu d'échecs en ligne? Ni une ni deux, j'achète un micro, une caméra et je lance mon premier live sur Twitch. Bon, au départ, c'est pas facile. Mon setup, il est pourri. Je suis en partage de connexion sur mon téléphone et personne ne me regarde. Ma mère, ma sœur, mon frère, et puis j'ai le PC qui est dans la chambre. Bon, je demande aux licenciés des clubs d'échecs où j'interviens de regarder les lives et j'arrive à monter à 15-20 viewers. Mais pendant plusieurs mois, ça stagne. Cette période va être vraiment difficile. Le rythme redevient plus soutenu que celui qu'il était en audit. Les matins, je lance des lives sur Twitch. Les après-midi, je donne des cours d'échecs dans des écoles. Le soir, je donne des cours particuliers d'échecs dans des clubs. Combien de temps je vais pouvoir tenir? Après quelques mois, je vais franchir une étape qui va être absolument cruciale. Je vais publier ma première vidéo sur YouTube. Alors moi, j'aurais jamais pensé ça. Quand mes potes étaient tous sur Insta, moi j'étais encore sur Facebook. J'ai jamais été branché réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est moi, des gens quelqu'un, je lui dis, t'as pensé à faire des vidéos sur TikTok? C'est vraiment cette première vidéo qui va tout chambouler. Après Joachim, auditeur, Joachim, prof d'échecs, c'est une troisième vie qui commence. Joachim, youtubeur. Bientôt 2 ans que cette première vidéo a été publiée sur YouTube. Aujourd'hui, je ne donne plus aucun cours d'échecs particulier. Aujourd'hui, j'ai quitté
le club dans lequel j'étais salarié et j'ai troqué mon SMIC. Aujourd'hui, à chaque fois que je lance un live sur Twitch, j'ai en moyenne entre 200 et 300 spectateurs qui me regardent. Il y a 2 semaines, j'ai même lancé mon propre club d'échecs en ligne. Aujourd'hui, j'aime vraiment ma vie et mon travail. Je n'ai toujours pas réalisé mon rêve de devenir grand maître, mais j'y travaille chaque jour et je partage ce projet avec les plus de 50 000 abonnés qui me suivent sur les différents réseaux sociaux et avec vous, maintenant, ce soir. Quand j'étais petit, j'ai dit à mes parents que je serais médecin. C'était la moindre des choses et c'était la manière à moi de les rendre fiers. Je ne suis pas devenu médecin, mais j'ai tenu ma promesse de faire de longues études. Je me suis retrouvé malheureux, en haut de cette tour, à vivre la vie d'un pion bloqué sur une case. J'ai longtemps cru que c'était ma décision, et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, ça ne l'était pas vraiment. Alors je regrette pas du tout mon parcours. La prépa et l'audit financier m'ont appris énormément à m'exprimer, à m'organiser, à prendre confiance en moi. Alors, je vais pas vous dire ce soir que ça va être facile. Il y aura des moments compliqués, des moments de doute, d'incompréhension. Votre entourage ne vous suivra pas toujours. Parfois, vous aurez même l'impression de reculer, ou que la montagne à franchir est trop haute. Mais si vous avez quelque chose en vous que vous voulez faire et qui vous fait vibrer, même si a priori on ne peut pas en faire un vrai métier, même si ça semble stupide aux autres, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Continuez. Essayez, trompez-vous, plusieurs fois même s'il le faut, mais s'il vous plaît, continuez d'avancer. Au final, difficile de se perdre en chemin lorsqu'on décide d'être soi-même.